Je m'appelle Ousseynou Ngom, donc je suis le coordonnateur régional principal du PGO pour l'Afrique et le Moyen-Orient et je me suis focalisé plus dans les pays francophones. Donc je suis basé à Dakar au Sénégal où je vis actuellement. Alors quand on parle de gouvernance, ce que les gens gardent à l'esprit souvent, ils pensent aux gouvernants, mais ils ne font jamais la connexion entre le gouvernant et le gouverné et ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire la société civile. Et c'est ce mécanisme-là que le PGO, le partenariat pour un gouvernement ouvert, vient renforcer. Alors quand on parle de gouvernement ouvert, on se pose la question, on ouvre le gouvernement pour qui? Pour ses bénéficiaires, pour plus de transparence, pour rendre plus compte aux citoyens et aussi les impliquer davantage dans les décisions politiques et la conduite des réformes politiques. Et c'est dans ce sens-là que seulement un gouvernement ou une gouvernance peut être considérée comme étant efficace. On a plusieurs pays membres ici en Afrique, parmi lesquels on a 5 pays francophones. Donc la Support Unit, ce qu'elle fait pour ces pays-là, c'est qu'elle les accompagne. Elle les supporte, comme son nom l'indique, selon différentes modalités. Donc le premier type de support que nous pourvoyons, c'est un support technique. Un support technique dans la mesure où on les aide à comprendre les principes et les valeurs du PGO. On les accompagne à travers le processus PGO pour qu'ils puissent le comprendre et l'adapter à leur contexte. Et aussi, l'appui technique concerne aussi le volet mise en relation avec l'ensemble des partenaires techniques avec lesquels le PGO travaille selon les thématiques. Ensuite, il y a un accompagnement financier parce qu'on a un fonds au sein du PGO dans lequel des partenaires mettent beaucoup d'argent. Et ces fonds-là, on les met à disposition des pays membres du PGO pour faire différentes choses, pour conduire ce qu'on appelle le processus de co-création, c'est-à-dire faciliter la relation entre gouvernement et société civile et les amener à travailler ensemble pour produire les plans d'action PGO et aussi les mettre en œuvre. Il y a un autre type d'accompagnement financier. Vous savez, quand un pays est membre du PGO, il produit ce qu'on appelle un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y a des idées de réforme. Et parmi ces réformes, il y a souvent certaines qui peuvent conduire à des changements majeurs ou à fort impact dans le pays. Donc, une partie de ce fonds sert à financer ces types de réformes-là qui peuvent aboutir à des changements vraiment concrets au niveau des pays. Après aussi, on parle beaucoup de relations société civile et gouvernement dans ce processus PGO. Et souvent, on est dans des pays où forcément la société civile n'a pas peut-être les dispositions qu'il faut pour travailler avec le gouvernement, pas assez de ressources, pas suffisamment bien organisées, structurées. On peut les appuyer donc à avoir ces prérequis pour bien travailler dans le cadre du PGO en concert avec le gouvernement. Alors, ça c'est en résumé, mais sinon il y a d'autres types d'appui comme par exemple le réseautage, le travail avec les partenaires, l'identification des priorités, etc. Et puis aussi, dans notre stratégie cette année en Afrique, on veut impulser la dynamique régionale. On a suffisamment beaucoup travaillé dans les pays. Maintenant, il faut faire un peu monter la sauce au niveau région et amener les acteurs à travailler ensemble, comme le PAGOF est en train de le faire à travers ce séminaire. Au niveau du PGO, on préfère ne pas parler d'impact. La raison est que l'impact est quelque chose qu'on mesure dans le long terme. Alors que le PGO existe depuis moins de 10 ans et que la plupart des pays qui sont membres et réunis ici à Abidjan le sont depuis plus ou moins récemment. Donc on préfère parler de résultats et surtout de résultats collectifs. Collectif dans la mesure où ce n'est pas seulement des résultats qui résultent des efforts du PGO, mais aussi de tous les partenaires qui travaillent derrière nous, qu'ils soient techniques ou financiers, mais aussi des acteurs pays, les gouvernements, la société civile, les citoyens, etc. Donc cette année, on a produit un rapport global et ce rapport-là porte sur les résultats collectifs du PGO. Vous avez des exemples de réussite qui ont permis de lier les efforts du PGO
a des effets concrets au niveau de la vie sociale et économique de ces pays-là. L'exemple parfait que je peux prendre, comme on est en Côte d'Ivoire, une façon de les remercier serait peut-être de citer leur réalisation. Donc la Côte d'Ivoire, dans leur plan d'action actuel, ils ont adopté un engagement qui consistait à organiser des comités au niveau des localités pour lutter contre le racket et les manœuvres frauduleuses. Où, par exemple, les citoyens, les acteurs locaux, la société civile, les politiques au niveau local essayent de s'asseoir pour lutter contre ces actes-là. Et donc, il s'est avéré que cet engagement, avec d'autres mesures bien évidemment que le gouvernement avait prises en termes de transparence, a contribué largement à améliorer le score de la Côte d'Ivoire dans l'indice de perception de la corruption. Et imaginez le bénéfice que ça peut constituer en termes d'attraction d'investissements directs étrangers pour la Côte d'Ivoire. Il y a aussi d'autres types d'impacts, entre guillemets, qu'on a eu dans des pays comme le Nigeria, comme le Kenya, etc. Au Kenya, par exemple, il y a eu un engagement qui a constitué à permettre aux citoyens dans les localités de jouer un rôle considérable dans le recrutement des enseignants pour les écoles. Et ces enseignants-là que les communautés recrutaient étaient différents des enseignants qui sont recrutés par la fonction publique. Et donc, ce que ça a eu comme impact, c'est que déjà, ça a permis de réduire les effectifs des classes. Ensuite encore, ça a permis d'améliorer nettement les performances des élèves dont les communautés avaient recruté des enseignants. Vous voyez un peu le dividende. L'autre cas que je peux donner dans la santé publique, c'est au niveau du Brésil. Le Brésil a commencé à adopter le principe du budget participatif, où par exemple dans les municipalités, on invite les citoyens à s'asseoir autour de la table avec les leaders politiques pour décider de l'orientation budgétaire, pour décider de l'affectation des investissements publics selon certaines priorités qu'elles-mêmes ont définies. Et on a remarqué que dans les municipalités où les populations avaient vraiment décidé de l'orientation budgétaire, il y a eu une amélioration très nette de 1 à 3 enfants par 1000 enfants résidents dans le taux de mortalité infantile, ce qui est extraordinaire selon les standards de l'OMS. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a remarqué que dans ces municipalités où on a permis à la population de diriger donc, les arbitrations budgétaires, que ces populations avaient choisi d'affecter 20 à 30% de plus que ne le faisaient les autorités par le passé, de ressources au secteur de la santé publique et de l'hygiène, ce qui a nettement amélioré les taux de mortalité infantile, de telle sorte que le projet a été élargi au niveau de l'ensemble du pays. Donc ce sont des cas ça et là que je peux citer, et je vous renvoie actuellement au rapport global récent du PGO, où vous avez beaucoup de cas de situations relatives à des pays ou à des localités, parce qu'au PGO, on a des pays membres, on a aussi des localités qui sont membres. Et ces cas-là montrent effectivement comment des réformes de gouvernement ouverts ont participé à l'amélioration de la situation, soit économique, soit sociale d'un pays ou d'une localité. Vous savez, l'aspect innovant du PAGOF, c'est qu'ils invitent des pays qui ne sont pas encore membres du PGO, ou des pays qui sont éligibles et qui n'ont pas encore adhéré, ou des pays qui sont loin d'être éligibles mais qui s'intéressent au gouvernement ouvert. Et ces pays-là, d'habitude, ils nous posent tellement de questions que souvent, pour y répondre, c'est très difficile. Donc, les amener ensemble à travailler avec des pays qui sont déjà membres et qui ont fait leurs preuves, ça leur permet d'avoir des impacts concrets. Non seulement qui peuvent renforcer leur envie de rejoindre le PGO, mais aussi qui les amènent à comprendre effectivement ce que le PGO peut apporter comme valeur ajoutée. Autre chose aussi, vous aurez remarqué que dans les thématiques de ce séminaire, on essaye de couvrir donc les différents critères d'éligibilité au PGO à travers les thèmes qu'on traite dans les sessions. Et à mon avis, c'est très utile parce que quand vous allez voir un pays et vous leur dites que vous avez besoin de passer une loi
d'accès à l'information pour devenir éligibles selon les critères du PGO, ils ne comprennent pas trop. Mais là, ils ont des exemples concrets qui leur viennent du Burkina, du Maroc, qui a présenté donc sa loi d'accès à l'information du début jusqu'à la mise en œuvre et qui a partagé avec les pays les différents défis auxquels ils ont été confrontés. Ça, il n'y a pas plus impactant comme enseignement pour les pays qui ne sont pas encore membres. Le gouvernement ouvert a besoin d'un cadre favorable pour s'implanter. Donc on mesure le degré d'accès à l'information dans le pays, on mesure par exemple la transparence budgétaire, l'engagement citoyen, on mesure le traitement que le gouvernement accorde à la société civile, etc. Et c'est une fois que ces critères-là sont favorablement atteints ou suffisamment atteints que le pays peut devenir éligible et par la suite travailler librement à adhérer au PGO. Moi, j'aurais bien aimé qu'on se concentre un peu sur les défis du gouvernement ouvert plutôt que du PGO. Ces défis-là, comme vous le savez, on est en Afrique. Et le premier défi que les pays nous citent, c'est le défi financier. Honnêtement. Parce que pour mettre en œuvre des réformes de gouvernement ouvert qui ne sont autres que des réformes politiques, il faut des ressources financières. Ensuite, il y a les défis d'ordre technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis sa création, au niveau du PGO, on a une communauté qui est très active, de 79 pays membres et 20 gouvernements locaux, avec plus de 4000 engagements qui ont été adoptés depuis 2011. Ce qui fait que ça draine tout un tas de connaissances techniques, de connaissances thématiques très pointues. Et pour naviguer dans cet espace, vous avez besoin de comprendre ces réalités thématiques, ces réalités techniques et sectorielles. Et c'est la raison pour laquelle le PGO travaille avec des partenaires techniques qu'il met en disposition des pays. Donc, les défis, c'est les défis donc, financiers, les défis techniques, et puis aussi les défis politiques, parce que souvent, il y a des pays au sein desquels la société civile essaye de pousser l'adhésion au PGO, tandis que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Ensuite, je pense que pour les pays francophones, et ce n'est plus actuel, d'autant plus que j'ai rejoint récemment le PGO, c'est une bataille interne que je suis en train de mener, il y avait le défi de la langue. Parce que tout simplement, ce mouvement, à la base, a été lancé par une majorité de pays non francophones. Bien évidemment, il y avait la France, mais c'était le seul pays francophone. Et en Afrique, le mouvement a commencé avec les pays anglophones. Donc, les pays francophones, pour tout ce qui est ouverture, et c'est le cas dans le Open Data, se sentaient un peu exclus. Mais on est en train de travailler là-dessus. Et vous verrez dans le site web du PGO que l'essentiel des ressources ont été traduites en français. Et qu'aujourd'hui, on m'a recruté moi-même, membre de la Support Unit, qui appuie les pays francophones et qui peut interagir avec eux directement dans leur propre langue.